Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je vous parlerai des freins au développement des moteurs à combustion interne à hydrogène sur les tracteurs. Je vous parlerai aussi d'une région où le prix des terres a été multiplié par 2 en 3 ans. Et pour finir, vous verrez qu'il y a quelques conseils à bien respecter pour pouvoir mener à terme un projet agrivoltaïque. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Chez Power Boost, on ne chôme jamais et on en a encore une preuve avec cet épisode. Tout d'abord, Jean-Paul se ajoute Stéphane Plaza pour parler du prix des terrains viticoles dans le Jura avec le domaine de Relais, mais aussi pour vous dévoiler quelques pièges immobiliers dans lesquels ne pas tomber quand on se lance dans le photovoltaïque au sol. Mais on vous rassure, on parle aussi innovation, notamment vis-à-vis de l'hydrogène dans les tracteurs de demain, donc on lance la dose de news, pas de temps à perdre, enjoy. Fendt mise sur l'hydrogène. C'est à la maison en Allemagne, dans le cadre d'un sommet dédié à cette énergie et organisé par le gouvernement allemand, que le constructeur a dévoilé un prototype. Alors, le mot prototype pouvait laisser craindre des années supplémentaires de développement. Mais non, au contraire, dès ce mois d'avril, les premiers tests seront effectués sur des exploitations. L'objectif du constructeur, mettre rapidement à disposition une flotte de tracteurs fonctionnant à l'hydrogène pour les agriculteurs de Basse-Saxe. Valtra fête les 10 ans du studio Unlimited. Pour rappel, il s'agit de tracteurs réalisés sur mesure, notamment pour le secteur agricole. Valtra Unlimited s'est développé d'année en année. Le studio est en effet passé de quelques ingénieurs produisant une poignée de tracteurs personnalisés en 2013 à une équipe de 27 professionnels à ce jour qui personnalisent plus d'un tiers des tracteurs qui sortent de l'usine de Suolahti en Finlande. Mettons à présent le cap sur le Jura et vous allez voir que dans cette région, le prix des terres a très fortement augmenté. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver ici dans le cadre du domaine Relais. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai que c'est un succès ce domaine Relais. J'ai envie de vous poser 3 questions un peu vérité. La première question, et qui est importante, c'est que chaque année, vous avez un pépin climatique. Comment vous voyez l'avenir ? Alors déjà, merci pour le compliment Jean-Paul, c'est toujours appréciable. Sur quelque chose de plus terre à terre concernant notre activité viticole, c'est vrai que ces dernières années ont été assez compliquées. Climatologiquement parlant, on a quasiment tout connu depuis 5 ans, parce que la dernière vraie récolte qu'on ait pu produire, alors dans le Jura et bien évidemment aussi au domaine Relais, c'est le millésime 2018 qui fut généreux. Mais au-delà de ça, 2017 gelé de manière importante, 2019 gelé de manière importante au 12 mai, donc c'était une gelée quasiment au sein de glace. 2021, on a tout connu, gel, grêle, précipitations abondantes au mois de juillet. Et 2022, la sécheresse et les chaudages qui ont été assez pénalisantes. Le dernier millésime très gelif du Jura, c'était 91, juste pour remettre un petit peu les choses en place. Donc la récurrence des phénomènes climatiques ces dernières années nous interpelle. Alors, autre peut-être rançon de succès, c'est le prix des terres. En 3 ans, ça a été multiplié par 3. Il y a eu des fois des extrêmes au-delà de 200 000 euros l'hectare, alors que le prix du vignoble était quand même beaucoup plus modéré. C'est pas sans conséquence. Alors, bon, faut toujours aussi modérer un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, le prix moyen, enfin le prix de réserve, c'est à peu près 50 000 euros l'hectare sur Arbois, alors avec des majorations ou pas en fonction des coteaux. Mais l'augmentation du prix du foncier alors, est une problématique pour la passation des domaines, bien évidemment. Donc ça demande plus d'anticipation, plus de recherche aussi, d'organisation. Mais fait aussi, et le reflet aussi du succès que rencontrent les vins du Jura depuis une dizaine d'années maintenant, où on a la chance d'avoir un terrain de jeu magnifique ici. Donc on produit des bulles, des blancs houillés, des blancs typés, des rouges, des magvins, des vins de paille, des vins jaunes bien sûr. Donc on a un terrain de jeu magnifique et on peut faire plaisir à n'importe quelle occasion de consommation et n'importe quel type de palais. Troisième problématique, c'est les fournisseurs. On a l'impression qu'on est un peu en pénurie organisée. Et pourtant, on n'a rien vu baisser.
Et au contraire, on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut accepter directement les propositions, sinon on ne sera pas fourni. Alors il n'y a pas que le verre, hein, il y a les capsules, les cartons, il y a tout type de fourniture aujourd'hui est un problème, hein, avec des prix qui ont explosé. Alors on peut le comprendre, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, ou alors on fait presque plus rien chez nous, mais ça c'est un autre problème. Les délais aussi, maintenant, il faut 6 à 8 mois pour avoir des capsules. Les cartons c'est encore la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire à tout ça? C'est-à-dire que nous, on est obligé de... On n'est plus maître de la décision. C'est-à-dire que maintenant, on répond à des appels téléphoniques en nous disant j'ai tant de bouteilles, tu les prends pas. Si on veut pouvoir mettre en bouteille, on les prend. Et je pense que le consommateur, de toute façon, vous comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent, on est les Danons de la farce, si vous me permettez l'expression, puisque tout est répercuté. Donc à la fin, le prix de vente répercute aussi le prix des matières premières qu'on est obligé d'acheter. Merci beaucoup. Je vous en prie Jean-Paul, merci à vous. À votre santé. Vous allez voir que le développement des moteurs à hydrogène sur les tracteurs, c'est pas forcément évident et peut-être pas forcément non plus pour demain. Alors, on a beaucoup parlé d'hydrogène ces dernières semaines, et c'est vrai que vous aviez lancé New Holland, donc le NH2, mais je vais vous voir, Nicolas Morel, plutôt sous l'angle par rapport au moteur à combustion interne à hydrogène. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise solution ? Alors c'est une bonne solution, on voit beaucoup de motoristes développer cette formule, car elle permet d'imaginer l'hydrogène demain plus facilement intégrable à nos matériels diesel, et donc de proposer des alternatives diesel, biodiesel, gaz, biométhane ou hydrogène, avec les mêmes transmissions, les mêmes cabines. C'est un sujet sur lequel on travaille avec FPT, qui a sorti un moteur 13 litres, donc le moteur qu'on voit habituellement sur les camions, en version hydrogène, 460 chevaux, et qui depuis cet hiver tourne sur une dameuse de pile Sprinote. Donc c'est un moyen aussi de valoriser de l'hydrogène et de décarboner. Oui, mais il y a quand même un problème. Alors l'hydrogène, de manière générale, est un vecteur d'énergie qui demande beaucoup d'énergie pour être produit, et qu'il soit utilisé dans une pile à combustible ou dans un moteur thermique, au final, la problématique d'autonomie n'est pas résolue, parce que même comprimé à 700 bars, l'hydrogène prend énormément de place sur le véhicule. Pour avoir un ordre d'idée. En gros, 1 kg d'hydrogène, c'est 25 litres de réservoir. Et même s'il y a 3 fois plus d'énergie au kilo que dans du méthane, au final, il faut encore plus de place de réservoir que ce qu'on connaît sur le T6. Et on bataille déjà sur le T6 pour avoir assez d'autonomie et des journées assez longues pour nos agriculteurs. Merci Nicolas. Avec plaisir Jean-Paul. Pour mener à bien son projet agrivoltaïque, il faut tout prévoir et surtout rédiger des conventions. Quand on fait de l'agrivoltaïsme au sol, il y a certains conseils à connaître. Carole Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Vendôme. Quels conseils vous pourriez donner? Notamment, je pense qu'il faut faire des conventions pour que tout soit clair. Alors, il faut toujours identifier les propriétaires et les exploitants et identifier la structure qui va exploiter les panneaux. On voit très souvent effectivement un propriétaire du sol, un exploitant qui n'est pas forcément le propriétaire du sol et éventuellement une troisième entité juridique, notamment une société qui produit l'électricité, et il faut bien effectivement identifier les propriétaires et surtout créer des conventions entre ces différents intervenants qui sont situés tous sur un même terrain. Oui, mais si on ne le fait pas, quel est le risque? Eh bien, c'est que ce soit au moment de l'arrêt de l'activité ou malheureusement en cas de succession, le Code civil nous dit bien que le propriétaire du sol est aussi propriétaire de toutes les installations fixes qui sont sur le sol. Donc vous comprenez que pour nous, dans le cas d'une succession, si on nous dit qu'il y a un terrain avec des panneaux, il faut savoir à qui appartiennent les panneaux. D'où l'intérêt d'éclaircir dès le départ au travers de conventions. Merci beaucoup. Merci. Depuis quelques années, on constate un engouement autour des propriétés du biochar, considéré comme un produit prometteur pour contribuer à la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce exactement que le biochar ? Alors, le biochar est un amendement. C'est un produit
issus soit de bois, soit issus de matières agricoles ou autres. À l'inverse du charbon, c'est un produit qui est pyrolysé. Cette pyrolyse débarrasse le biochar de ses hydrocarbures. Résultat, un produit qui jouit d'une certaine reconnaissance scientifique. La preuve, en 2018, le GIEC a classé le biochar dans les technologies d'émissions négatives, considérées comme indispensables pour remplir les objectifs liés à la lutte contre le réchauffement climatique. En 2022, c'est l'Union européenne qui le reconnaît officiellement comme fertilisant. Il faut dire que le biochar présente un fort potentiel agronomique, comme une forte capacité de rétention de l'eau et des nutriments qui viennent alimenter le système racinaire des plantes, mais pas que. Son utilité, c'est de restructurer les sols, de nettoyer les sols avant d'alimenter la plante. Comme nous faisons un biochar extrêmement carboné, celui-ci permet au sol de nouveau à être extrêmement aéré. Et un sol aéré est un capteur de CO2 également important. Au niveau de son rôle de captation de CO2, les scientifiques ont apporté qu'une tonne de biochar dans le sol peut capter 3,6 tonnes de CO2 quasiment à vie. On a donc un potentiel agronomique prouvé, une forte reconnaissance scientifique comme solution clé pour la captation du carbone dans les sols agricoles. Alors pourquoi le biochar ne se démocratise pas plus rapidement dans les usages ? Le frein, c'est le coût, surtout en France. Parce qu'en bon agriculteur, on demande toujours combien ça coûte avant de demander combien je vais gagner. Donc le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va investir pour son sol ou pas. Si on n'a pas décidé d'investir pour son sol, le biochar ne rentrera jamais dans son application et n'intéressera pas forcément l'agriculteur. Par contre, celui qui souhaite avoir un sol extrêmement pur et extrêmement libre de tout support chimique qu'il pourrait absorber, parce que par lui-même, il sera en mesure d'alimenter toutes les plantes. Pour ça, c'est un réel investissement. C'est pour ça que notre biochar, il peut être amorti sur une durée de 10 ans, mais c'est un investissement. Sur ce marché naissant, mais très dynamique, il manque aussi un cadre réglementaire pour encadrer la filière, sachant que la qualité du biochar va grandement dépendre de l'étape de pyrolysation, qui permet de s'assurer que les hydrocarbures ont bien tous été extraits. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Bonne semaine!